25 janvier, je reprends la thématique des chroniques, chroniques de naufrage en cours, pour parler d'une chose assez actuelle, en tout cas elle se passe encore à l'heure qu'il est, c'est le soleil. Et je vis dans un espace, mais je n'en occupe qu'une partie pour des raisons d'inconfort phonique, voilà, sentiment d'être totalement euh, dépassé par le niveau sonore auquel je suis exposé. Ça m'oblige à m'isoler le plus loin possible de la source du bruit, ce qui n'est pas tout à fait assuré. Après, il y a donc une pièce qui se trouve baignée de soleil. Aujourd'hui, il y a eu un soleil béni. Quand j'ai traversé la pièce vers midi, j'ai vu un rayon de soleil qui illuminait une partie de cette pièce. Je peux, là aussi, comme je l'avais remarqué ailleurs, le soleil se déplace dans l'appartement et selon les saisons et quelquefois il va dans un endroit qu'il ne fréquente que très rarement. Et voilà, ça arrive. Voilà, donc voilà ce qu'on appelle les saisons et le mouvement de la Terre autour du Soleil. Cela fait se produire ce, ce petit miracle lumineux. Euh, j'ai une petite idée avant de continuer, c'était qu'en fait, la vie nous met un petit peu devant des, des situations assez difficiles. En tout cas, on est conduit à oublier l'essentiel pour se concentrer sur quelque chose qui normalement n'aurait jamais dû devenir importante, mais qui l'est devenue. Alors tout est inversé. Au lieu d'aller finalement affronter les défis, les défis de la vie, on est juste en face d'un désagrément qui devient extraordinairement agissant, extraordinairement, euh, comment dire, euh, on ne peut plus habiter dans le trou dans lequel on est, parce qu'on est dérangé presque en permanence par les signes de vie des autres, en l'occurrence des enfants portant des chaussures d'hiver, en l'occurrence des enfants présents parce qu'il y a beaucoup de vacances scolaires, en l'occurrence des enfants présents parce qu'il y a des grèves relatives à la mobilisation contre la réforme de la retraite, ce qui est la mobilisation est légitime, mais moi, ce que j'en recueille, c'est ça, c'est ces désagréments-là, qui est une incidence secondaire ce phénomène politique en cours. Voilà, c'est comme ça. Alors il n'y a rien à faire. Oui, je voudrais un peu parler de finalement des choses qui inversent, qui renversent l'ordre des priorités, et parler des contradictions majeures et des contradictions mineures, ou des défis majeurs et des défis mineurs. En tout cas, les contradictions, quand on est, finalement, ça s'inverse. La cause ou le défi ou la préoccupation majeure devient une préoccupation mineure. Elle devient secondaire, voire tertiaire, voire quaternaire, etc., face à ce qui devient la préoccupation majeure.
C'est un renversement, euh, c'est un renversement impossible à accepter. Pourtant, il devient la réalité. Voilà, tout est sens dessus-dessous. Et au lieu de considérer le lieu d'habitation comme un lieu de retraite, un lieu de repos, en attendant d'aller de nouveau à la conquête des choses de la vie, le lieu de repos devient un lieu de non-repos, un lieu de contrariété, un lieu de soucis de toutes sortes. Ça perd de son caractère, ou alors c'est tombé sur moi qui ne supporte pas le bruit, ce qui est finalement une chose assez commune malgré tout. Alors, je parlais du rayon de soleil d'aujourd'hui, et je pense, j'essaie quand même de pas penser qu'à moi, et donc je pense à ce qui s'est passé en Turquie. Donc ce tremblement de terre, évidemment, il n'est pas aussi catastrophique que d'autres. Il a tué quelques dizaines de personnes, il en a blessé d'autres, il a détruit sûrement la vie de beaucoup de gens, la vie sociale et la vie économique. Un peu quand vous perdez votre maison, votre lieu de travail, votre bien, c'est aussi une chose très, très difficile à surmonter. Ce n'est pas seulement les pertes en vie, c'est les pertes en bien. Mais la Turquie, c'est un pays qui vit un peu sous la hantise des tremblements de terre. C'est un pays, je dirais pas préparé, mais c'est un pays qui est familier de ce type de phénomène tellurique, ou en tout cas, alors que finalement, moi je vis dans un espace, cet espace, alors que moi, je me merveille d'un petit rayon de soleil qui est là dans toute la douceur possible de son incarnation. Il est là, c'est le soleil d'hiver. Il n'est pas du tout violent, il n'est pas très, très lumineux, il est lumineux juste ce qu'il faut. Et comme on dit, le soleil, finalement, rend la misère un peu plus belle. Le soleil embellit les choses. Voici le soleil, il embellit l'intérieur de soi. Et on se reprend à rêver. On se reprend, on a une énergie qui jaillit comme ça à partir de rien. Il n'y a pas eu de consommation de psychotropes, il n'y a pas eu de consommation de produits, ni caféine, ni rien, et voilà. Il n'y a pas eu de... On n'est pas entré dans un rapport dans lequel, voilà, on reçoit de la récompense. C'est immédiatement un effet immédiat. Vous voyez le soleil et vous êtes heureux. Cause à effet terrible. Pourtant, on connaît un peu le soleil, on le connaît dans d'autres contextes, on sait qu'il peut être assez, finalement, assez destructeur, assez... quand vous attendez la pluie et que vous n'avez que le soleil, le même soleil tous les jours, finissez par ne plus tellement chanter la gloire de cet astre. Vous finissez par vivre les mille et mille tourments de l'impuissance. Donc, simplement, il faut être là, peut-être pour adorer le soleil d'aujourd'hui, le soleil de demain. On est là, tant qu'à faire, on adore la puissance qu'on a en face de soi. J'adore le soleil puisque j'y suis contraint d'une certaine façon. Au moins, le soleil, contrairement à la légende, au moins le soleil, il est présent. Je le ressens. Dans ces phases d'expansion et dans ces phases de retenue, dans ces phases de repli. Si le soleil vient à manquer, un jour on se lève, il fait gris,
immédiatement on est dans une sorte de sensation désagréable. On a un rapport au monde, un rapport à l'existence qui n'est pas des plus joyeux ni des plus ouverts. Simplement pour ne pas laisser passer le moment. Ce moment, puisque personne ne se souvient que j'existe, et c'est comme ça, alors personne n'est là pour jouer le jeu de la vie avec moi. Je joue tout seul, voilà, tout seul, après avoir pris mon habituel petit déjeuner. Là, aujourd'hui, j'ai eu droit à une huile d'olive que je trouve presque sucrée. C'est intéressant. Alors, on ne sait jamais. On a la même marque, mais on ne sait jamais comment ça va être. Donc, voilà un, un élément qui fait partie de mon, comment on dit, de ce que je peux appeler ou comme les constituants d'un paradis idéal. Si je me rappelle, il y a eu une émission quand j'étais petit, une émission qui était intitulée comme ça, dans l'Oasis. En fait, la journaliste demandait à quelqu'un de connu ce qu'il ferait s'il était seul sur une oasis et le livre qu'il choisirait d'amener avec lui. Voilà, donc si je devais partir, m'établir comme ça seul, j'emmènerais de l'huile d'olive avant plein d'autres choses. D'abord, l'huile d'olive, comme bien sûr, si j'ai le choix, je prendrai aussi des olives noires de préférence, mais ne demandons pas trop. D'abord, de l'huile d'olive avant les livres. Les livres, je suis capable d'en créer. J'ai pas besoin de livres pour vivre. J'en ai utilisé suffisamment pour savoir que le livre et la vie, ça ne va pas ensemble. La vie, les livres, ça vous parle d'une vie qui n'est pas la vôtre. Vous n'avez pas spécialement besoin de vous évader de la vôtre, puisque la vôtre, elle est tellement, elle demande toute votre énergie. Il faut pas fuir, il faut faire face. Les livres, ça permet la fuite, et la fuite un peu irresponsable dans les divers espaces de l'imagination, et on se retrouve comme ça, comme si on n'était plus membre d'une communauté, on n'était plus un acteur de son histoire, on devient une sorte de personnage lointain qui regarde des scènes qui ne le concernent que très de façon très relative. Pourtant. Donc voilà, donc après avoir parlé encore une fois du naufrage, des chroniques du naufrage, la chronicité de cette affaire-là, donc je la reprends parce que je me retrouve, j'ai tous les arguments, j'ai toutes les choses qu'il faut, les ingrédients pour partir en folie. Une folie furieuse, une folie massacrante ou massacreuse, une folie... mais je reste à ma place. Avant, je me levais en sursaut, pris de panique devant l'état finalement la culpabilité et l'impuissance que je ressentais. Aujourd'hui, j'arrive à faire face à ce sentiment sans me sentir en panique. Je le mets de côté. C'est, comme dirait quelqu'un, c'est une simple opération, non pas mathématique, mais c'est une opération de disposition. On dispose les choses. Il y a des choses qu'on met en premier plan, il y a des choses qu'on met à l'arrière-plan. Et voilà, la culpabilité, on la met un peu, on la fait reculer. On on la fait un peu disparaître de la scène. On sait qu'elle sera toujours là. On ne peut pas l'annihiler. Mais voilà,
puis on continue. On continue à jouer, pas exactement la même pièce, mais on exécute les mêmes gestes, on est dans le même environnement, le même décor. Il faut dire qu'on ne donne pas beaucoup de travail aux décorateurs. Euh, Dans une pièce de théâtre, on change le décor peut-être deux, trois fois pendant la durée de la pièce. Mais là, chez soi, c'est le même décor. Finalement, on y fait quelques transformations de temps en temps, mais au final, il reste toujours le même. Quand vous avez un élément de ce décor, quand vous le mettez en place, quand vous le fixez, vous ne savez pas pour combien de temps. Ça peut être pour 20 ans, pour 30 ans, ce qui est un chiffre extraordinaire. Vous avez les décorateurs, ils créent un objet. Après, je ne sais pas ce qu'ils font une fois la pièce jouée et pliée. Mais ils créent selon les besoins. Après, ils stockent le décor, les éléments de décor, ou ils les détruisent, ou ils les réutilisent dans d'autres compositions. En tout cas, ce qu'on achète, nous, c'est une chose, on ne sait pas, ça va rester pareil, tel qu'on l'a acheté, et ça a des chances de nous accompagner pendant grande partie. Alors, c'est la fidélité des objets. C'est réellement, il y a quelque chose qu'on peut accorder aux objets, c'est d'être fidèle. La seule chose qui ne vous trahit jamais, ce sont vos objets. Ils sont là, ils ne vous importunent en aucun cas. Ils sont là, silencieux, patients, et en attente, toujours en attente d'être appelés, en attente de servir. C'est vraiment les serviteurs les plus parfaits qu'on puisse imaginer. Euh, voilà, et donc toute une série de choses comme ça. Euh, Simplement, on veut se donner l'incapacité euh, je ne sais pas à quoi ça ressemble la vieillesse, mais la vieillesse ressemble à quelque chose qui pourrait être de cette nature-là. Avant, il était possible à l'être de sortir. Il y a des gens qui sortent, même vieux, qui sortent, qui font une sorte de marche, qui font un circuit assez ritualisé presque. Mais, mais sortir pour aller à la rencontre de ce qui fait le paysage autour de soi. Et ce paysage, on l'a parcouru des centaines et des centaines de fois. Et j'ai vu un oiseau pêcheur, je l'ai vu une fois, et c'était un oiseau très finalement qui s'enfuit très vite. Donc je l'ai vu, j'ai vu presque cet éclair, cette chose qui disparaît très vite dans la lumière du jour. On n'a pas le temps de l'observer, que déjà il s'est éclipsé. Je l'ai vu, mais ça ne veut pas dire que je veuille le voir ou le revoir, etc. Je l'ai vu une fois, souvent comme pour beaucoup de choses, la première fois, et la fois la plus importante, c'est la fois de référence. Après, j'ai vu, donc j'ai vu ça, j'ai vu la danse d'accouplement des mouettes, j'ai vu la danse d'accouplement non pas du rouge-gorge, mais non pas de la mésange, mais de ces oiseaux qu'on retrouve facilement maintenant en ville. Ils sont de deux couleurs, il y en a une qui plutôt a du jaune sur la poitrine, qui reste proche de l'eau, et l'autre qui, j'ai oublié le nom de cette espèce d'oiseau,
mais qui est plutôt grise, la bergeronnette grise justement, et la bergeronnette jaune, ou je ne sais pas comment on dit, la bergeronnette grise. Donc il y a des éléments assez spectaculaires dans la danse qu'exécute le mâle pour séduire sa compagne. Tout simplement, donc il n'y a plus rien. Comme pour le reste dans la vie, il n'y a plus rien qui vous interpelle, qui vous donne envie. Mais on se rend compte que le soleil, par exemple, je reviens sur le soleil, et le soleil est un de ces éléments qui détruisent cette théorie. Le soleil en lui-même, pourtant c'est la chose qui est disponible en quantité. Euh, Disponible partout. Et pourtant, quand il y a du soleil, à un moment où normalement ce n'est pas sûr, et ça vous fait réagir d'une façon tellement vigoureuse que vous avez envie de chanter, de clamer votre bonheur, de commencer finalement à fêter. Vous avez envie de fêter cet instant, de festoyer, voilà, comme on dit. Avant, évidemment, ce S était joli. Fêter, c'est mieux festoyer que fêter. Ah, diantre, pourquoi on a enlevé ce S? Festoyer, festoyons, pas fêtons, festoyons, soyons festifs. Voici donc, il y a le paysage, je me rends compte il y a le paysage, comme dirait l'autre, le soir, le soleil noir de la mélancolie. Il y a un soleil en soi qui, quelquefois un soleil un peu noir. Un soleil, s'il existe un soleil lumineux, on va dire qu'il y a possibilité qu'il existe un soleil qui lui serait sombre, ce qui n'est pas possible, mais imaginons, voilà, donc pour une histoire de correspondance, une histoire de symétrie, la symétrie serait la loi universelle par excellence. Bon, on pourrait, mais déjà, normalement, l'expression évidemment imagée, le soleil noir, mais on a des soleils, on a des multiplicités de soleils à l'intérieur de soi. Il y a des univers à l'intérieur de soi, et quand on permet à un univers de revenir à la lumière, on est tout étonné, on est émerveillé de ce qu'il nous offre comme vision et comme spectacle. Il y a, voilà, alors, un soleil extérieur pour réveiller un soleil intérieur, ou une multiplicité de soleils intérieurs, voilà quelque chose de bien. Voici quelque chose qui peut finalement réjouir et faire grandement plaisir. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Simplement voilà, c'était un petit moment pour rendre hommage à ce jour, à ce moment particulier, à ce moment qui finalement il y a un culte qui est un culte qui peut interpeller par un certain nombre de ses côtés. Il y a la prière il y a la prière du matin. En fait, la prière qui précède l'aube, la prière de l'aurore quelque part. Le moment où il faut marquer la fin de la nuit et l'arrivée du nouveau jour, et le moment où quelque part où on va saluer le retour de l'astre solaire, et puis on va en fonction du soleil, on va prier pour signifier l'arrivée du
la médianité, le milieu de la journée. Et on va, là encore, en fonction du soleil, on va prier. On va prier quand l'après-midi est bien avancé, quand le soleil commence à décliner. Et on va prier au moment où le soleil se couche. Et puis on va faire une dernière prière, parce que c'est la prière qui prépare l'entrée en sommeil, l'entrée dans la nuit. C'est la prière avant de se coucher, soit même avant que finalement de s'occulter. Voici donc, c'est une adoration du soleil. C'est le soleil qui fait les rythmes de ce rituel. C'est le cas de le dire. Le soleil est tellement... c'est un support de mémoire, c'est quelque chose qui donne de la profondeur, qui donne de l'intérêt, qui donne de la vie, qui donne de la beauté à un souvenir. Quand vous avez assisté à un lever de soleil avec quelqu'un, il est possible que vous n'oubliez jamais, même si j'ai un coucher de soleil, c'est aussi quelque chose. Mais un lever de soleil et un coucher de soleil, ce n'est pas la même chose. C'est vraiment le soleil et sa façon. Bien sûr, quelquefois, ça se passe très vite des deux côtés. Mais les deux moments peuvent être finalement, assez rapides et se produire presque trop vite. Mais c'est un spectacle et qu'on aime partager, qui est, je sais pas. Après, dans ces spectacles cosmiques et finalement devant ces témoins d'une présence, à dire plus volumineuse que soi, quand on a vu un ciel étoilé avec la Voie lactée, on ne peut pas, on est devant un mystère, une question. Qu'on soit très, comment on dit cela, très versé dans les sciences de l'espace ou pas, peu importe. On n'a pas envie de savoir, on n'a pas envie de briser la magie. Et la magie, une magie un peu terrifiante, un peu finalement, un peu... qu'est-ce que c'est énorme, qu'est-ce que c'est grand, qu'est-ce que c'est infini. Ça ne, il n'y a pas de, tout est plein. C'est comme quand à la faveur d'un rayon de soleil, on voit les particules de poussière. Alors on se dit, tiens, l'air est rempli de poussière. Mais qu'est-ce que c'est rempli de poussière? L'air devant nous est finalement presque vivant. Il n'est pas vide, il est plein. Et heureusement qu'on en est conscient que très peu de fois dans l'année. Sinon on serait un peu, un peu malheureux. On voit tout ce qu'on ingère qui vient de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vient de faire un mouvement ou qui vient de toucher ses cheveux, et voilà que des milliers de particules s'échappent de sa chevelure et qu'elles vous atteignent, et que vous les absorbez, et que vous les ingérez. Vous ne pouvez pas faire autrement. Si une chose, voilà, dans laquelle il y a une sorte de maelstrom, dans lequel il y a de tout. Tout le monde y met quelque chose de soi, donc dès qu'on fait un mouvement, on éjecte de la matière. La matière presque invisible, sauf selon comment dire, des ondes bien précises, mais sinon c'est une matière tellement pas substantielle, pas très dense, mais qui c'est une matière quand même. Donc la voûte céleste est une voûte assez finalement
il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place qui est laissée libre. Tout l'espace est occupé. Peu importe que ce soit des astres vivants ou encore en activité ou des astres morts, peu importe si c'est un rayonnement fossile ou pas, c'est pas la question. C'est que le ciel n'est pas vide. Le ciel n'est pas vide. Et rien n'est vide. On croit qu'on est entouré de vide. Non. On croit que finalement on est constitué de vide. Non. On est constitué de néant. Non. Qu'on va vers le néant. Non. On est tout sauf du néant. Soit du néant en cours, soit du néant à venir. On est quelque chose qui est, qui est intégré à peut-être à quelque chose de beaucoup plus grand. En tout cas, les échelles de grandeur ne sont pas importantes. On pourrait être dans quelque chose qui nous apparaît très grande, mais finalement, elle peut être petite, microscopique, mais selon nos critères à nous, selon nos appareils de mesure, nous sommes peut-être voilà, c'est les échelles de grandeur. Peu importe qu'on soit dans un univers minuscule à côté d'un univers qui serait lui gigantesque, qui serait lui grand. Peu importe, être grand ou être petit, ça n'a pas d'importance. C'est uniquement par rapport à l'usage qu'on en fait. Si on arrive à faire avec nos capacités, avec ce qu'on a, si on arrive à finalement à répondre à nos besoins, et c'est l'essentiel. Bien sûr, moi j'ai profité de ma stature, une stature grande. D'ailleurs, c'est voilà une chose d'avoir 1,80 m, ça permet, puisqu'il y a des gens plus petits, ça permet de créer un rapport en ma faveur, même si souvent c'est peu conscient. Mais ça s'établit comme ça. Le fait d'être grand permet d'accéder à une sorte de palier dans la vision auquel n'ont pas accès la plupart des gens parce qu'ils sont plus petits que soi. Après, évidemment, dès qu'on est en face de quelqu'un de plus grand que soi, on est déstabilisé, mais ça arrive pas souvent. Donc voilà des choses dites comme ça pour fêter le soleil, pour fêter le soleil au milieu de l'hiver, pour fêter la journée d'hier, la journée d'aujourd'hui, pour fêter ce qui est fêtable, ce qui mérite de l'être, et pour peut-être avoir une petite pensée pour les victimes du tremblement de terre, une pensée toute abstraite, puisque finalement je n'ai pas ressenti d'émotion, voilà, c'est une chose comme ça, mais voilà, simplement, un simple exercice mental, c'est essayer de se mettre à la place de ceux à qui cela est arrivé, un peu en imaginant, et en France, c'est déjà produit des tremblements de terre, évidemment d'intensité moindre, comparé à ce qui se passe du côté de la mer Égée, etc. Mais on peut être, nous aussi en France, victime d'un tremblement de terre à l'échelle 5, 6, pourquoi pas, et à ce moment-là, être vraiment dans une sorte euh, de stupeur, voilà, le côté stupeur, le côté incrédulité, le côté frayeur, le côté terreur même. Voilà, la terreur. La terreur dans une formule à part. La terreur auquel, finalement, qui ne nous est pas familière. Voici un moment, voilà, un moment, il n'y a personne. Ben, il n'y a personne, à part ces enfants qui courent et qui m'empêchent de vivre dans mon espace. Voilà, voilà, c'est les enfants, c'est la vie, c'est la force, c'est l'énergie, c'est l'entrain, c'est
c'est tout sauf la chose qu'on peut dominer et qu'on peut freiner. Mais un principe de vie, mais qui pour moi devient un principe de mort. C'est un spectacle qui finalement qui ne me profite pas. Je ne peux que comment dire, euh, essayer de l'amortir le plus possible en m'isolant de l'extérieur. Évidemment, aujourd'hui, j'ai utilisé des bouchons d'oreille un peu usés, ce qui fait que j'ai entendu. Hier, j'ai fait l'inverse. J'ai ouvert une nouvelle pochette de bouchons d'oreille. Alors là, c'était total aphonie. Voilà, donc c'était le silence. Ainsi, fuir, non pas fuir le monde physiquement, mais fuir le monde aussi sonorement et aussi phoniquement à tous les niveaux. Le monde, voilà, je disais oui, voilà, il n'y a personne. Il n'y a personne et simplement, c'est cela. C'est cela la réalité, c'est cela la chose contre laquelle on ne peut rien faire. Il y a une chose qui me reste, il y a une histoire comme ça qu'on m'a raconté, quelqu'un qui aurait appris à un de ses fils à pratiquer les arts martiaux et finalement cet enfant va utiliser cet apprentissage contre son père qui évidemment était à l'origine de cet apprentissage. Voilà comment il y a des gens, l'apprentissage de la langue, on pourrait dire, j'ai eu un enfant, je lui ai appris à parler, je lui ai appris les mots pour finalement l'entendre, les utiliser contre moi. Alors il y a des gens pour qui j'ai éprouvé beaucoup de sentiments et ils ont à leur disposition une palette de réponses agréables, etc. J'ai pas envie de les entendre utiliser la langue contre moi pour me renvoyer finalement dans ma réclusion. Alors je ne les cherche pas, je ne les sollicite pas parce qu'ils sont capables, ces gens-là, euh, ces gens-là, le Brel qui revient, c'est finalement de me signifier encore une fois leur désaffiliation et le peu d'intérêt qu'ils me portent. Voici je ne sais pas comment dire, chacun est le Dieu dans son monde, chacun est maître chez soi. Évidemment, j'aurais préféré que les gens soient un peu moins frileux, un peu moins avare en gentillesse, en amabilité. Voilà, simplement, oui, je ne peux pas t'accorder beaucoup de temps, je ne peux pas t'accorder du temps, mais je peux par exemple te dire un mot. Tu es quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié et je continue de penser à toi. Simplement une formule comme ça, très simple, très concentrée et qui peut finalement être extraordinairement porteuse de bonnes choses. Oui, tu es quelqu'un qui a compté dans ma vie, même si c'est pas vrai. Simplement, je continue de penser à toi et vraiment, euh, c'est agréable quand je pense à toi. Voilà, des choses comme ça, et puis après, on s'en va. On quitte la personne jusqu'à la prochaine qui peut finalement se produire dans une sorte de futur assez lointain. On ne s'est pas engagé, on n'a pas mis beaucoup de choses de soi là-dedans, on a juste fait plaisir sans trop s'engager, sans que cela nous coûte.
Si, alors voilà. Donc on a appris la langue, et la langue, on a appris les mots, on a appris à faire les choix, les bons, peut-être aussi les mauvais choix dans les mots, parmi les mots. On a aussi appris l'art de la nuance, l'art de la modération, et pourtant, c'est des choses qu'on ne pratique que très rarement. Alors soyons nuancés, soyons modérés dans les choses que nous pouvons avoir à dire à d'autres. Parce qu'une parole, ça emprisonne. Une parole, ça assomme. Une parole, ça stérilise. Une parole, ça détruit. Comme c'est une histoire de la terre brûlée. Voilà, ça incendie tout, ça détruit tout, ça laisse plus rien. Euh, Simple parole, comme une simple étincelle, ça peut détruire des chaînes de vie incroyables. Et donc, une simple parole dite comme ça peut détruire toutes les accumulations, tout le vécu que l'on a pu avoir avec quelqu'un. Il en est de certaines choses dont il faut finalement s'empêcher de faire, de dire, de commettre, etc. Parce que le résultat peut en être assez désastreux. Et voilà, on n'a pas envie de subir, de porter la responsabilité d'un désastre personnel ou d'un désastre, j'allais dire, un désastre collectif, comme cela peut arriver. Le Voilà, donc je suis en tout cas très très malheureux dans cette histoire-là, et vraiment je n'ai pas trouvé de solution. Alors je vais devoir enlever les bouchons d'oreilles usés pour utiliser les neufs, pour pouvoir m'isoler, parce que finalement j'ai beau taper chez le voisin, ça ne fait rien. Les enfants courent, et c'est ce qu'ils font. Et voilà, ils sont enfermés dans un espace, et voilà, ce qu'ils font, c'est d'aller venir dans cet espace. Ils n'ont pas encore cette notion, quoique les adultes aussi peuvent être très perturbants. Mais là, il se trouve que ce sont des enfants, et leurs allées et venues sont évidemment beaucoup plus nombreux que ceux des adultes. Et ils n'ont pas la pensée, ils n'ont pas le souci de l'autre, ils ne l'ont pas encore. Voici, on peut revenir sur cette idée du souci de l'autre qui peut finalement commencer d'abord. Le souci de l'autre, c'est dans le fait de penser l'autre comme une partie de soi-même, et non pas soi-même comme un autre. Non, c'est tout l'inverse. Soi-même comme un autre, non. C'est soi-même dans une certaine multiplicité, d'accord, mais on est soi, on n'est pas autre. On n'est pas autre à soi-même. C'est un non-sens. Et donc, penser l'autre comme une équivalence avec soi-même. Bien entendu. Cela est quand on finalement on s'est réuni avec des gens autour d'un plat. Et il m'est arrivé dans mon enfance de voir des gens réunis autour d'un plat. Et ce que les gens essaient de faire le plus, c'est de manger d'abord la viande. Alors que la viande, un plat offert à une communauté comme ça, par un bienfaiteur ou une bienfaitrice, et à ce moment, les gens mangent de la viande, ou essaient d'emporter de la viande. Emporter de la viande pour leurs enfants, pour leur maison. Alors que normalement, normalement, la viande, c'est la chose qu'on consomme à la fin. Et finalement, ce sont les adultes qui distribuent la viande entre les enfants quand c'est une réunion familiale,
Mais sinon, si ce sont les adultes essaient de se servir modérément de la viande qui est disposée tout autour, finalement pour permettre pour faire qu'elle soit accessible à tous. Mais on voit le désir général de viande. Et les gens aiment les légumes, aiment le reste, mais aiment beaucoup la viande. Voilà, c'est ce qu'on partage avec les gens. On partage cette chose-là. Et on partage l'amour des mêmes choses. On partage le côté vraiment gourmand, la gourmandise. Et, et après, simplement, il y a, euh, il y a une chose que je viens de me réapproprier, c'est de manger avec un instrument dans un matériau naturel et non pas, quoique l'acier c'est aussi un matériau naturel, transformé certes, mais on, avant on mangeait avec les doigts. J'avais du mal puisque finalement j'arrivais quand c'était de la semoule, j'avais du mal à faire des boules et il y avait toujours des parties de cette boule qui tombaient, donc c'était pas très propre. Les gens sont passés aujourd'hui à la cuillère en métal et ce n'est pas un progrès, c'est plutôt une sorte d'arriver dans le monde de l'absence ou de la sensation modifiée. La main, ça vous donne une idée de la température des choses. Et la main, pendant qu'elle prépare la boulette, finalement, elle prépare, elle est dans l'attente, ce petit moment d'attente qui est très intéressant. Alors quand c'est trop chaud, on le ressent de suite. Quand c'est trop froid, on le ressent aussi. Quand ça manque, peut-être, on le ressent. On a un contact avec l'alimentation, un contact d'abord tactile avant que ce soit, avant que ça arrive à l'intérieur, avant que ça nous soit incorporé. Et l'ustensile en bois permet d'avoir un contact qui est presque là aussi un contact naturel, comparé au contact froid du métal et presque, j'allais dire, impersonnel. Le bois permet d'avoir un contact charnel avec l'aliment. C'est une régression d'une certaine, parce que peut-être que l'instrument en métal est plus facile à nettoyer, plus hygiénique, mais il se conserve mieux, etc. Mais le bois est sans égal dans cette opération-là. Donc, je disais cela parce que j'avais envie de le citer dans mes pratiques en solitaire. Finalement, je suis arrivé à cela et je suis très très satisfait de cette histoire-là. Évidemment, je ne veux pas revenir totalement à la période de la boulette. Donc, c'est un peu compliqué. Je n'ai jamais été bon dans l'art de former une bonne boulette de semoule, s'entend. Et là, comment on peut parler, comment on peut parler euh, c'est particulier quand je regarde des choses intellectuelles, entre guillemets, quand il s'agit d'émissions très... Les émissions, ça vous fait réagir sur le plan linguistique, ça vous fait réagir sur le plan conceptuel, mais ça ne vous fait pas réagir plus que cela. À l'être humain, parce que c'est là une rencontre dans un cadre et
particulier, presque. D'abord, c'est un cadre, quand il est en réalité physique, c'est une rencontre dans laquelle il n'y a pas réellement de contact, il n'y a pas de contact physique. On rencontre des gens qu'on ne connaît pas et, et c'est dans un cadre très formel, très bien orchestré, c'est tout, tout est codé, etc. Donc ce n'est pas très stimulant en évocation, etc. Et encore, quand il s'agit de regarder une chose enregistrée, là vraiment le contact est assez désastreux dans la pauvreté de l'interaction malgré tout. C'est une interaction très réduite, très peu finalement dense. Alors que quand on a un être en chair et en os, c'est vraiment un être devant soi qui pèse ce qu'il pèse, qui a des yeux, qui a une bouche, qui a un corps qui bouge, qui ne bouge pas, qui se dispose dans l'espace. Un être qui vient tout près de vous, qui s'éloigne. Un être qui a son histoire. Si vous le connaissez, il a une histoire, il a une identité, il a un présent, il a sûrement un avenir. Il est particulier. Vous ne pouvez le confondre avec personne d'autre. C'est cet être-là, il tient une place particulière dans votre vie et il fait naître en vous des choses assez particulières. Il y a des êtres pour lesquels vous n'avez aucune animosité d'aucune sorte. Aucune animosité. C'est extraordinaire. Aucun reproche. C'est extraordinaire d'avoir cela avec quelqu'un. Ils vous ont empêché, ils vous ont restreint dans rien dans votre vie. Ils ne vous ont freiné dans rien. C'est des gens qui finalement n'ont pas joué les perturbateurs ou les distracteurs dans votre vie. Voilà, ils étaient là. C'est vous qui avez la main, c'est vous qui pouviez finalement les utiliser comme bon vous semblait. Or, vous avez finalement, vous les avez utilisés, toujours entre guillemets, le mot utilisé, vous n'en avez pas fait des êtres déterminants non plus, ou hyper déterminants. Ils ont compté, mais ils n'ont pas été décisifs dans vos choix de vie. Mais vous pouvez avoir, même dans ce cadre-là, vous pouvez quand même avoir des reproches à faire. Alors là, vous n'avez rien à dire, aucune remarque à faire. Et c'est des gens qui sont dans presque le bonheur d'être, le bonheur d'exister, dans un sentiment de paix avec le monde. Il n'y a pas le monde, il n'y a pas de, ils n'ont pas de récrimination vis-à-vis du monde, ils n'ont pas d'amertume, ils n'ont pas ceci, cela, voilà. Donc voilà, l'être humain, et là je rajoute du texte, le monde, voilà la chose. Alors je finis sur ça parce que je commence à parler un peu longtemps là maintenant. C'était pas prévu, c'était juste pour saluer, pour finalement marquer le passage d'un moment. On sait que finalement on ne reçoit pas certaines choses, on ne le reçoit pas tous de la même façon, parce que quelquefois on est préoccupé par autre chose qui nous empêche de voir ce que l'on a devant les yeux et de le prendre pour ce qu'il est, un miracle. Voilà, quand le soleil vient chez vous, il rentre chez vous, c'est un invité
inattendu, c'est un invité surprise, mais c'est un invité de valeur. C'est un invité, le soleil hivernal s'entend, c'est un invité auquel vous souhaitez vraiment de faire comme s'il était chez lui. Vous lui donnez les clés de chez vous, vous lui dites, tu viens quand tu veux, tu t'attends pas, tu ne demandes pas d'autorisation, tu es chez toi. Alors fais comme tu es, comme si réellement tu habitais ici. Alors voilà, on aimerait un peu prendre ce morceau de lumière et finalement le piéger, l'obliger à demeurer avec soi comme un compagnon toujours prêt à vous enflammer, à vous illuminer, à vous emporter dans les territoires d'une sorte de félicité indispensable et indispensable à votre survie. Voilà, donc j'ai essayé de faire cette dernière tirade un peu. Voilà, que le mot que j'ai retrouvé hier, je l'utilise, je le réutilise. Simplement, on est à 13h, 14h et quelques. Le temps passe et simplement, déjà, le soleil dont je faisais état, auquel je faisais allusion, est un peu parti. Voilà. Comme toutes les choses, comme toutes les bonnes choses, il ne faut pas qu'elles durent. Il faut qu'elles gardent leur côté un peu, un peu provisoire, un peu presque espiègle. On pourrait dire, oui, le soleil joue avec nos nerfs, le soleil joue avec nos espoirs, avec nos esprits, avec nos... Voilà, quand on, finalement, c'est la chose qu'on ne peut jamais domestiquer, qu'on ne peut jamais avoir à demeure, et ça vient, ça va, ça vient, quand ça s'en va, ça peut mettre du temps avant de revenir. On n'a pas une prévisionnalité dans ce cadre-là. C'est voilà, c'est selon son humeur, c'est selon finalement ses disponibilités, c'est selon son envie de vous faire plaisir à vous. Il peut très bien finalement dire ben, je vais faire profiter demain finalement faire profiter quelqu'un d'autre de mes bienfaits. Voilà, je visite une autre demeure et voilà, comme quelqu'un qui viendrait dans, dans les maisons, qui déposerait une bougie qui est allumée, qui la laisserait un peu comme ça à la portée des habitants. Voilà un symbole, voilà un objet lumineux, voilà une source de lumière. Sûrement, ça va finir par se consumer, mais pendant sa durée de vie, il faut que vous en profitiez, il faut que vraiment que vous viviez l'instant. La durée de vie d'une bougie, c'est suffisamment long pour vous permettre de finalement de vous apprécier les uns les autres, de faire les gestes qu'il faut pour aller les uns vers les autres, pour finalement vous, vous rapprocher et vous apprendre à vous connaître, apprendre à vous... Vous pouvez vous toucher, vous pouvez vous parcourir les uns les autres. Voilà. Raconte-moi qui tu es. Raconte-moi tes rêves, raconte-moi les choses qui te passent par la tête. Raconte-moi tes petits soucis et tes grands soucis. Raconte-moi tes rêves premiers, tes rêves derniers, tes rêves
qui demeurent et tes rêves qui sont passés. Raconte-moi comment tu vois et comment tu vis l'instant et comment tu voudrais peut-être le vivre. Raconte-moi. N'hésite pas à me raconter. C'est une atmosphère qui incite à la confidence ou laisser aller. Voici donc pour finir, pour arriver à faire 1 heure. Voilà, donc c'est juste ça, c'était faire 1 heure, puis m'arrêter. Je m'arrête là, voilà.